Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir ici au Jardin des Parents pour un nouveau numéro de Premier Pas. Quand notre enfant commence à s'opposer, à dire non, deux choix s'offrent à nous, le forcing et la punition, sans garantie de résultat bien sûr, ou alors une méthode de communication bienveillante. C'est notre thème aujourd'hui, mieux communiquer avec son enfant, lui donner confiance en lui et aussi lui donner confiance en nous. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que c'est juste pour faire joli sur le papier? Ou alors est-ce qu'on peut vraiment mettre en place cette méthode à la maison? Qu'est-ce que cela change dans notre quotidien et surtout qu'est-ce que cela change pour nos enfants? Nos invités seront là pour en parler avec nous. Nous irons voir à quoi ressemble un atelier de communication bienveillante et un autre atelier aussi, si je vous disais qu'on peut communiquer avec son bébé bien avant qu'il ne sache parler. Restez avec nous, vous en saurez plus en fin d'émission. Mélanie, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Tu fais partie de l'association Communication Pacifique et donc tu es la référente pour la méthode Faber et Maslich, du nom de ses créatrices, dont l'objectif est d'améliorer la communication entre parents et enfants notamment. À côté de toi, il y a Hélène. Bonjour. Bonjour. Alors, tu as 4 enfants? Oui. C'est ça, je te laisse les présenter. C'est bien ça. Alors, mon aîné a 20 ans, Nel. L'aîné de mon compagnon a 19 ans, Meryl. Ensuite, il y a 14 ans, Nora, qui arrive. Et le dernier, qui a 6 ans, Matt. Ok, donc une grande fratrie. Et tu as décidé de participer à des ateliers de communication bienveillante. C'est ça. Tu nous raconteras pourquoi et surtout ce que ça a changé dans ton quotidien par la suite. Merci à toi aussi d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose de passer tout de suite à la rubrique Pas à pas. Alors Mélanie, je vais me faire un peu l'avocat du diable là, mais pourquoi la communication bienveillante? Parce que bon, la plupart d'entre nous, on n'a pas vraiment été éduqués comme ça. Puis on a l'impression qu'on s'en sort plutôt pas mal, ça va bien. D'où ça vient? Complètement. C'est vrai qu'on commence toujours les ateliers en se disant finalement, on communique toute la journée et puis à aucun moment donné dans notre cursus, on a eu l'occasion d'apprendre à communiquer. Donc on a fait comme on a pu, on a appris avec les modèles qu'on avait. Et de surcroît, on n'a pas appris à être parent. Alors ça fait double challenge C'est clair. au moment de devenir parent, de dire ok, comment ça se passe avec les enfants qui ne sont pas des adultes, qui sont des enfants, en plus les nôtres, donc on sait que ça vient se jouer, qu'il vient se jouer quelque chose, et que on reproduit certains schémas peut-être, en tout cas ça permet d'ouvrir à d'autres approches. Qu'est-ce que c'est la communication bienveillante et d'où ça vient? Alors, l'approche Faber et Maslich qu'on propose au sein de l'association, c'est 2 créatrices. Donc, la méthode porte leur nom. C'est Adèle Faber et Hélène Maslich. Elles ont suivi des ateliers de parents, toutes les 2 mamans, avec un psychologue qui s'appelait M. Guinotte. D'accord. Elles ont travaillé de nombreuses années. Elles ont écrit un premier livre qui s'appelle Parents épanouis, enfants épanouis, pour essayer de synthétiser ce qu'elles avaient appris. Et témoigner surtout de là où elles étaient parties et des améliorations qu'elles avaient vécues. Et suite à ce livre, elles ont reçu énormément de courriers pour dire super, on a vraiment aimé ce que vous avez écrit, maintenant comment je fais très pratiquement dans telle situation, comment je fais quand il ne veut pas aller à la douche, comment je fais quand il se roule dans le supermarché, quand il se roule par terre, comment je fais là parce que voilà, mon urgence elle est là. Et c'est là où elles ont écrit « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent » avec des outils très pratico-pratiques pour ce genre de situation. Hélène, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui fait que tu te sois intéressée à la communication bienveillante? Comment est-ce que se passait ton quotidien à la maison? Alors, plutôt bien dans l'ensemble, sauf que le dernier a 6 ans et quand il a commencé à pouvoir montrer sa négation et son pas content de ce que tu me dis maman, j'ai pas réussi vraiment à comprendre ce qu'il me voulait, ce que je devais faire, ce que je pouvais faire pour l'aider. Je sortais d'un divorce pas très sympa et donc du coup je n'arrivais pas à me mettre à son niveau de compréhension et je voyais bien qu'en face ça représentait rien pour lui et on allait au conflit le matin comme tu expliquais. Le matin c'était la course, le soir la course, la douche devenait une bagarre, le matin pour respecter les horaires c'était la guerre. Les lacets, tout devient complètement difficile et ça engendre aussi plein de choses. Du coup, les autres enfants ne comprennent pas, ça crie.
maths était perdu. Donc du coup, je me suis vraiment intéressée à ce genre de courant de compréhension de notre enfant. Tu avais besoin d'un petit coup de pouce C'est ça, peut-être. on doit se mettre à leur niveau. Et comment je fais moi aujourd'hui en tant que maman, et j'étais déjà maman de 3 enfants, pourquoi aujourd'hui j'y arrive pas alors qu'il a juste 2 ans? Et là, du coup, on se remet en question. Et donc là, tu t'es inscrite. Et là, j'ai cherché déjà. Et les modules vraiment ne me convenaient pas l'année dernière parce que c'était trop tout à l'un à la suite de l'autre. Et là, ils étaient vraiment très bien adaptés pour les familles, comme ça, recomposés avec plein d'enfants. Donc c'était génial. Et du coup, je me suis inscrite via Internet. Ok. Mélanie, ce qui est important de souligner, c'est que les émotions chez l'enfant sont quand même en rapport direct avec son développement cérébral, surtout quand ils sont jeunes. Complètement. Complètement, le cerveau de l'enfant se construit au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, il est terminé de former à 25 ans, le cerveau. Donc, nos tout petits n'ont pas tout à fait le même cerveau que nous. Et effectivement, l'émotion prend toute la place, très vite. Il n'y a pas cette capacité à relativiser que nous, on a les adultes. C'est vrai qu'on a tendance à se dire « Oh, quand même, mais c'est pas si grave ». Ce qui, en soi, pour nous, c'est notre réalité. C'est notre réalité, elle est vraiment là. Pour lui, c'est juste, il n'a pas la capacité. Effectivement, il va déborder d'émotions assez facilement, déclencher très facilement. Et aussi, inversement, des fois, on les voit passer du rire aux larmes Oui, c'est clair. et des larmes au rire en très peu de temps, ce qui est un peu surprenant pour nous, les adultes. C'est effectivement comme ça qu'il les traverse. Et comme une marmite qui se remplit puis qui déborde assez facilement. Et en tout cas, quand c'est dans ce trop-plein-là, la réflexion, elle est impossible. C'est pas possible. Le cerveau ne peut pas. C'est comme si c'était disjoncté, cette partie-là. Donc, il est débordé de ses émotions. Ouais. Bah, dis donc, du coup, très important de les prendre en compte, en tout cas, de les écouter. Savoir les écouter. Donc, pour apprendre à écouter ses émotions, des ateliers existent, les ateliers Faber et Maslich. Nous avons assisté à l'un d'entre eux. Je vous propose de regarder en quoi ça consiste. Attention, tu vas te brûler. Sois prudent, tu vas te faire frapper par une auto. Ne monte pas là, tu vas tomber. Mets ton pull, sinon tu vas attraper un mauvais rhume. Donner des avertissements, une façon de parler aux enfants très répandue, mais qui peut donner lieu à une dévalorisation de ceux-ci. Cet atelier Faber et Maslich a pour objectif de donner des clés aux participants pour susciter la coopération des enfants. La clé numéro 1, c'est l'écoute. J'écoute pour que l'autre ait un espace pour pouvoir parler. Et donc l'écoute, ce sera le fil conducteur de tous les modules. Il y a aussi un outil qui s'appelle une note, par exemple, quand un enfant a une demande et qu'il ne peut pas être satisfaite tout de suite, c'est de pouvoir le noter. Ça peut être un post-it, ça peut être, si on est dans une classe, un mot sur le tableau avec le nom. Voilà. Faire une note, exprimer son sentiment, donner un renseignement, ou encore faire une description de la situation sont autant de techniques qui susciteraient la coopération de l'enfant selon la méthode Faber et Maslich. Donc au lieu de « Tu es tellement irresponsable, tu ouvres le robinet de la baignoire et tu oublies toujours de le fermer. Tu veux que nous soyons inondés ?» on dirait plutôt « La baignoire est presque pleine. » Ou encore à la place de « Tu n'as pas sorti le chien de la journée. Tu ne mérites pas d'avoir un animal. » on dirait plus. Je vois que le chien a commencé à rôder près de la porte. C'est vrai qu'on se retrouve dans des situations où on essaie de tout faire et puis on se rend compte que ça ne fonctionne pas et puis ça monte dans les tours, on se met en colère et on n'a pas envie de... En tout cas, moi, je n'ai pas envie de me mettre en colère, même si c'est un sentiment qui est normal. Mais en tout cas, tout ce qui est la punition, etc., je n'ai pas envie d'arriver à là. J'aimerais bien trouver d'autres solutions, on va dire. Et je pense que c'est une formation qui apporte d'autres pistes. Voilà. Il y a plusieurs façons de faire correspondre le message avec l'émotion sans pour autant faire de dommages à l'enfant. C'est ça en fait le truc. Donc à la page 35 à 38, vous avez différents exemples. Au cours de cette deuxième séance du module 1 de la formation, les participants ont à faire des exercices de mise en application des techniques qui leur ont été données. En entrant dans votre chambre, vous vous rendez compte que votre enfant, tout frais sorti de la baignoire, vient de lancer sa serviette mouillée sur votre lit. Écrivez une phrase typique qui dit à votre enfant serait blessante ou n'aiderait pas à la situation. Alors, la serviette mouillée. Décrivez. Proposition de description. Je vois une serviette mouillée sur mon lit. Tu peux poser la serviette sur la
Là, ça va être mouillé. Donner des renseignements. La serviette doit être étendue pour pouvoir sécher. Faire passer un même message à l'enfant en utilisant les différentes techniques fournies. Les participantes semblent avoir compris la gymnastique au bout des 3 heures d'atelier. Il faudra ensuite mettre ces principes en application à la maison, le plus gros challenge étant de changer ses habitudes. Changer ses habitudes, ne pas reproduire ce qu'on a pu vivre avec nos parents, donc détruire ces autoroutes neuronales qu'on a dans la tête, c'est le terme que les animatrices employaient durant l'atelier. Comment on fait? Alors, on s'entraîne. Voilà, c'est du temps. On a la chance d'avoir un cerveau qui est en capacité d'apprendre tout au long de notre vie. Ça, c'est l'espoir. De se dire, on n'est pas condamné parce qu'on a l'habitude de faire quelque chose, de le faire éternellement. Effectivement, on a des autoroutes, des choses qu'on fait tellement par habitude que le chemin il est déblayé, donc on y va assez facilement, ça va vite. Et là, en pratiquant, on va choisir un chemin un peu moins frais, il va peut-être falloir déblayer, y aller un peu au coupe-coupe, mais à force de l'utiliser, lui aussi, il va devenir facile à emprunter et devenir une nouvelle autoroute. Donc c'est la pratique, un peu comme tout, hein, comme quand on se met à un sport ou une nouvelle activité, à force d'en faire, ça devient plus naturel, plus habituel en tout cas. Parce que la bienveillance est naturelle, c'est nos habitudes qui nous ont un peu coupé de ça. Alors, quelle est l'erreur la plus commune que l'on a tendance à commettre quand on communique avec des enfants? Je crois que ce serait la négation des sentiments. C'est pour ça certainement que c'est en tout début d'atelier. C'est-à-dire c'est nous, parents, tellement responsables de ce qui se passe pour notre enfant qu'à un moment donné, il y a la croyance qu'on sait pour lui. Donc, combien de fois, et je l'ai fait tellement de fois, que on l'a tous fait. Ma fille tombe, mais c'est rien. Pensant, en fait, l'intention c'est je vais minimiser la situation pour pas qu'elle m'en fasse tout un flanc, pour pas que ça devienne une grosse crise alors qu'effectivement elle est à peine égratignée. Ça c'est mon intention. En fait la réalité de l'enfant c'est que peut-être il s'est fait mal, peut-être il s'est fait peur en tombant. Et tout simplement lui dire c'est rien, en fait c'est de lui dire ce que tu ressens, tu ne le ressens pas. Et ça commence par là. Et après, plus de repères sur ce qu'il vit réellement. Alors que finalement, j'avais peur, moi, au début, de me dire si je vais écouter, ça va peut-être amplifier le truc. En fait, non. À partir du moment où l'enfant est entendu, presque on gagne même du temps. Je me souviens d'une petite fille que je ne connaissais pas, donc pas habituée, qui tombe dans la cour de l'école, on est en maternelle, qui pleure, et puis il n'y a pas d'adulte à proximité. J'étais la première, et je la regarde, je fais « tu t'es fait mal ?» Elle pleure, je fais « peut-être tu t'es fait peur ». Effectivement, j'ai vu dans son regard, c'était ça, mais oui, effectivement, de sa hauteur, elle était tombée. Hop, c'était fini, on avait reconnu son sentiment, elle a pu passer à autre chose. Donc finalement, ça n'a pas amplifié ce qu'elle vivait. Donc l'écoute des sentiments. Des sentiments, et ça leur est propre, et c'est pas à nous de décider si effectivement ils ont mal, ils ont peur, ils ont froid. Hein, mets ton pull, t'as froid. Mais non, j'ai chaud. Mais non, il fait froid. Mais non, oui, là aussi, on se reconnaît tous là-dedans. Oui, hein. Hélène, toi, comment est-ce que tu as mis ce principe de l'écoute des sentiments en application à la maison? Alors, après les modules, j'ai quand même identifié pas mal de choses qui allaient me servir au quotidien, tous les jours. Alors, c'est pas facile de mettre en pratique tous les jours, hein, comme on dit, il faut vraiment que ce soit quelque chose de récurrent, qu'on essaye de faire dès qu'on peut. Par contre, on n'a pas non plus l'obligation de faire meilleurs parents, meilleure écoute, meilleurs sentiments. Non, c'est pas le but ici, c'est vraiment d'avoir quelques clés en bonus. Donc voilà, ça m'est aussi arrivé quand Matt tombe, allez, c'est rien, t'es un garçon, mon fils, relève-toi, c'est fini. Alors que quand on a simplement identifié, il se relève, il sait que je l'ai entendu, et du coup il repart sur autre chose de tout neuf, et c'est parti, c'est fini, on a tout oublié. Et il s'est reconnu aussi dans le fait, ok, très bien, t'es tombé, tu t'es fait mal, maman elle a entendu ce que tu viens de me dire, c'est bon mon cœur, on peut y aller, et hop, on est reparti sur autre chose. Et du coup, tu as constaté des changements aussi dans le comportement de tes enfants suite à dans le comportement et puis dans ce qu'on pouvait communiquer. C'est là la communication, elle s'est vraiment refaite sur des toutes petites choses, de pas grand-chose, mais donc du coup, le brossage de dents, la douche, la compréhension de « je veux pas manger tes épinards alors qu'on vient de cuisiner pendant 1h30 et qu'on est juste en timing pour aller les coucher à 7h. » C'est ça. Donc du coup, tout ça, c'est plein de petites choses mises l'une après l'autre qui font que tout devient réellement plus facile. À écouter, à se comprendre,
à aussi prendre le temps de s'asseoir 2 minutes en disant qu'est-ce qui s'est passé là aujourd'hui. Ok, qu'est-ce que tu as préféré dans ta journée? Au lieu de leur dire qu'est-ce que tu as fait, ton orthographe, tes calculs, 2 plus 2 ça fait combien? Quelque part, on passe au-dessus de plein de choses que eux ne nous disent pas. C'est nous, en tant qu'adultes, on leur dit voilà, qu'est-ce que tu as fait à l'école, qu'est-ce qui s'est passé. On ferme la porte en fait. On ferme la porte, Ouais. c'est nous, notre vision d'adulte qui leur ferme la grande barrière du monde enfant-parent. Alors, pour mieux comprendre, on va prendre un cas concret. Hein. Donc, Ouais. à tout hasard, ma fille, elle a 21 mois. Elle sait parfois pas ce qu'elle veut, mais en tout cas, elle sait absolument ce qu'elle veut pas. Et se brosser les dents, malheureusement, souvent, ça fait partie des choses qu'elle veut pas. Donc, comment je fais Comment on fait dans ces cas-là? Alors, il y a plusieurs astuces. Dans ce genre de situation, moi j'aime beaucoup le jeu. Ça, c'est ma préférée. Ça va être d'amener alors un choix sur quelque chose de ludique. Est-ce qu'on va se brosser les dents en chantant? Est-ce qu'on va se brosser les dents en marchant comme un canard? Est-ce qu'on va se brosser les dents Je me souviens d'un papa qui nous avait raconté y être allé en GI avec son fils. Donc à ramper dans le couloir, la maman était rentrée vers qu'est-ce qui se passe? On se retrouve à faire de ces trucs. On va se brosser les dents, ok. Mais au final, parce que c'est dans le jeu, c'est plus l'instruction. Maintenant, c'est l'heure de se brosser les dents. Parce qu'en fait, on se rend compte que de toute la journée, les enfants, On leur donne des ordres un peu. mets tes vêtements maintenant, prends ton ça. petit déjeuner. On passe notre temps à leur dire ce qu'ils ont à faire parce que nous, on connaît le timing. Eux, ils ne sont pas là-dedans. Et effectivement, et puis d'offrir un choix. Alors, le choix, c'est pas de se brosser les dents ou pas. C'est comment on va le faire. Et on peut trouver des trucs très drôles et ça change toute la dynamique. À chacun après trouver le petit truc propre à sa relation avec son enfant. Ce qui Pour soi, fonctionne ouais. vraiment avec Ouais. la personne. Et donc, du coup, c'est eux qui vous emmènent la solution. Mais le brossage de dents est passé en seconde information. Voilà. Ce qui nous intéressait quand même, nous. Exactement. À la base. À la base, c'est ça. Bon, donc il faut quand même un peu de temps pour ça, pour trouver le petit jeu qui va fonctionner et tout. Ça marche moins bien quand on est pressé le matin, qu'on va être en retard, qu'il faut mettre ses chaussures et tout. Donc c'est en amont de ça qu'il faut mettre en place les bonnes habitudes, non? C'est de les connaître. Ce qu'on fait, c'est que vu qu'il y a chaque séance, il y a un certain nombre d'astuces et on se laisse 2 semaines pour expérimenter, mais que ça. Parce que si on prend tout d'un coup, c'est tsunami. Oui, puis l'enfant Te non dire, plus va pas genre, comprendre. j'ai qu'est-ce qui se passe. 5 outils cette semaine et je teste ceux-là. Et puis finalement, c'est plus long en fait de devoir se battre pour le brossage de dents que de se dire tiens, j'ai vu un truc en atelier, hop, je vais tester. Et puis c'est pas une baguette magique, hein, c'est pas 100% du temps. Il y a un jour où ça va marcher, le lendemain la même ne marche pas, il va falloir trouver autre chose. C'est en tout cas une manière de mettre la relation au premier plan et l'objectif au deuxième plan. En tout cas, c'est jamais trop tard pour changer ses habitudes. Ah non. Bon, très bien. Jamais trop tard et presque jamais trop tôt d'ailleurs, parce qu'un autre volet de l'association Communication Pacifique, c'est Bébé Signe. 2 mots peut-être là-dessus, Mélanie, c'est quoi Bébé Signe? Bébé Signe, c'est une approche de communication qui est basée sur le langage des signes pour pouvoir communiquer avec bébé avant qu'il ait des mots. Donc on peut commencer à être au courant de ses besoins avant même qu'il puisse les nommer. Je vous propose de découvrir ça tout de suite. Alors là aussi, des ateliers sont proposés pour s'initier à cette façon de communiquer avec son bébé et pour que lui aussi puisse exprimer ses besoins et ses envies aux personnes qui l'entourent. On regarde, ça s'est passé ici même, au Jardin des Parents. J'écoutais en m'endormant cette chanson douce, je veux la chanter pour toi, car ta peau est douce comme la mousse des bois. Bébé Signe, c'est né aux États-Unis avec 2 mamans qui sont tombées sur une étude d'un chercheur en linguistique qui s'intéressait à la langue des signes américaine et qui s'était rendu compte que les enfants sourds, les bébés sourds, communiquaient plus rapidement avec leurs parents que les enfants entendants parce qu'ils avaient d'abord accès, comme tous les bébés, à la motricité de leurs mains avant la motricité de leur bouche. Donc ils pouvaient communiquer plus rapidement avec leurs parents sourds. Je suis un bébé qui aime communiquer. Avant de parler, je veux savoir signer pour te dire ce que j'aime, pour te dire que je t'aime et pour que
tu me comprennes. Bravo! Ça soutient la compréhension, ça donne un indice visuel et c'est vachement soutenant pour les bébés. Du coup, dans un premier temps, ça améliore. Donc, c'est le parent qui signe, évidemment, qui va faire des signes dans le quotidien, dans les chansons, dans les paroles qu'il va pouvoir dire. Le bébé, ça va nourrir sa compréhension. Et dans un deuxième temps, à force de voir apparaître les signes partout dans sa vie, et ben, il va pouvoir les reprendre quand il va commencer à utiliser ses petites mains. Il était un petit papa, pirouette, cacahuète. Il était un petit papa qui s'en allait. Moi c'est Aude, je suis venue avec bébé Tilan aujourd'hui avec ma maman Anne-Marie. J'ai décidé à la base de venir chez Bébé Signe parce que j'avais vu des émissions dessus et que j'avais lu aussi comme quoi que les bébés développaient le langage des signes avant la parole. Elle nous l'a confirmé pendant le cours. Et je trouvais ça sympa de pouvoir communiquer le plus rapidement possible en fait avec Tilan et j'ai emmené ma maman parce que elle va le voir souvent, etc. Et plus les personnes vont parler autour de lui avec les signes, mieux ce sera pour lui en fait. Donc voilà. Signer, ouais, signer. Et oui, pour te dire ce que j'aime, donc ça c'est aimer, je t'aime, on va donner son cœur comme ça. Et on montre la personne qu'on aime pour dire je t'aime. Bébé Signe, c'est un super outil pour améliorer la communication en fait, au sein de la famille, dans la relation parent-enfant, aussi avec l'entourage, parce que ça peut aussi s'utiliser dans les crèches ou avec toutes les personnes qui s'occupent de bébés. Là, avec le signe, on a vraiment un indice visuel qui permet de poser l'information, qui permet de poser ce qui va se passer. Et ça, voilà, ça rassure et ça permet d'anticiper vraiment. Mon papa signe avec moi. Tous les deux, on aime ça, les signes avec les bébés, c'est super pour s'amuser. Bravo! Encore! Hélène, est-ce que ça te parle, ces petites comptines signées? Est-ce que tu as pratiqué cette méthode, toi, avec tes enfants? J'ai pas eu cette chance, mais effectivement, ça me parle parce que quand on fait des ateliers de bienveillance avec les enfants, qu'on apprend à mettre en pratique tout ce qu'on apprend au fur et à mesure des modules, on essaye de faire des signes avec les sentiments que les enfants expriment ou ressentent. Ouais. Et donc du coup on apprend le soleil, la pluie quand on est un peu triste, les petits nuages quand ça va pas du tout, qu'on a besoin de câlinou. Et donc c'est vrai que ça rappelle effectivement ces petites techniques pour aller de mieux en mieux. D'accord. Mélanie, on l'a dit dans le reportage, c'est un outil pour améliorer la communication, mais quels sont les bénéfices d'une bonne communication dès le plus jeune âge comme ça? Il y a beaucoup de bénéfices. Déjà pour la famille en elle-même, il y a un climat beaucoup plus serein et apaisé, puisqu'on arrive à pouvoir se dire plus de choses. Moi, ce qui m'y a amené, c'était je voulais arrêter de crier à la maison. Surtout que je ne suis pas quelqu'un qui crie dans ma vie professionnelle habituellement. Je disais, comment ça se fait qu'à la maison, je crie? Enfin, ça ne me convient pas. Donc, j'avais envie d'enlever ça. Et c'est vrai que le climat était beaucoup plus serein. Pour l'enfant, il y a beaucoup de bénéfices. En fait. D'une part, c'est d'être très connecté à ce qu'il vit, à ses sentiments et à ses besoins. Donc il est au courant de ce qu'il a, il est en mesure de mieux les exprimer puisqu'il y a quelqu'un pour les entendre. Voilà. Il y a plus de confiance en lui, plus d'estime de lui, parce qu'on va l'amener à... Il y a des outils sur l'autonomie, des outils sur la coopération, donc il va avoir, en fonction de son âge, sa capacité à contribuer, et on aime ça tous, contribuer, ça fait du bien. C'est un instinct naturel en fait. Complètement, c'est un instinct naturel, donc ça va augmenter cette confiance et cette estime de lui. Son autonomie. Donc ça aussi, quand on est parent de plusieurs enfants, l'autonomie c'est sympa. Ça gagne pas. N'est-ce pas? Et c'est vrai que dernièrement, je l'ai vu, ma fille, j'ai commencé à 4 ans. Elle en a 10 aujourd'hui. On a fait la fête de l'école il n'y a pas très longtemps. On manquait de parents bénévoles pour tenir des stands. Donc, c'est porté volontaire d'elle-même. Certains parents ont été surpris, c'est-à-dire est-ce qu'elle va pouvoir? Moi, j'étais tout à fait confiante. Donc elle a tenu son stand et je lui ai dit, bon, quand vraiment... ça commence à être long, tu préviens, on va te remplacer. Au bout d'un certain temps, elle m'a prévenue, c'est moi qui l'ai remplacée. Et elle a vu un stand où il manquait un parent, et puis il y avait des enfants autour qui avaient envie de jouer. Elle est venue d'elle-même prendre la boîte à tickets, prendre le tampon pour tamponner les cartes et animer le truc.
Et en fait, j'ai vu dans le regard d'autres parents la surprise de se dire mais c'est possible. Mais en fait, pour moi, c'est une suite logique. Oui, elle est en mesure de faire. Et puis au passage, quand on est parents, puis ils vont devenir ados, s'ils ont cette autonomie-là, c'est quand même sympathique. Ouais, pas plus mal. Bon, et ben en tout cas, voilà, les outils sont à notre disposition. Donc pas de baguette magique, certes, mais quand même des bonnes clés à utiliser dans notre quotidien. Rapidement, Mélanie, pour terminer, comment faire juste pour s'inscrire si on a envie de participer, si on a envie de découvrir un peu cette méthode Faber et Maslich ou les ateliers bébé signe? Complètement. Chez Faber et Maslich, il y a 3 types d'ateliers. Ouais. Il y a un atelier parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Celui qu'on a filmé. Exactement. Il y en a un concentré sur la fratrie, frères et sœurs sans rivalité. Comment on fait quand ça se bagarre beaucoup dans la fratrie. Et il y en a un pour les ados. D'accord. Parce qu'on n'est pas tous tombés dedans avec notre enfant à 2 ans et on peut démarrer un atelier même avec un enfant qui a 14 ans. Okay. Et il y a un atelier pour ça. Donc on a un site internet, communication-pacifique.nc, où il y a les informations. L'inscription peut se faire en ligne sur le site Étiquette. Parler pour que les enfants écoutent sont les modules 1, 2 et 3. D'accord. La fratrie, c'est les 4, 5 et 6. Ok. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à vous deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro de Premier Pas.